Je vais y être. On parle des monstres de l'ombre, entre autres le fameux Bigfoot, les Mothman, le Mothman, le Chupacabra, puis les Mibs. C'est quoi ça, les Mibs? Les Mibs, les Men in Black. Ah, les Men in Black. Eh oui, tu te rappelles sûrement le film qui avait en vedette Will Smith. Exact. Donc, les Men in Black, c'est assez étonnant comme histoire parce que les Men in Black, ils apparaissent dans les années 60 et au départ, ils vont comme se muer. Hein. Au début, on croit que ce sont la façon dont les gens les décrivent, on a l'impression que ce sont des agents à la solde du gouvernement qui sont là pour étouffer les témoignages. Donc, ils rencontrent des témoins, saisissent souvent des documents, des photographies, des enregistrements et va inciter ou voire dans certains cas même menacer les gens qui ont été témoins, qui pourraient leur arriver des choses malheureuses s'ils témoignent devant le public ou ils racontent ce qu'ils ont vu. Et puis peu à peu, avec les années qui s'écoulent, ces fameux hommes en noir, on a l'impression qu'ils ne sont plus tout à fait des humains. On a quasiment l'impression que ce sont des extraterrestres qui ont pris forme humaine pour essayer de contrôler l'information qui circule à leur sujet. Bref, ce sont des créatures ou des personnages tout à fait mystérieux à mi-chemin entre l'humain tout à fait normal employé au FBI et la créature débarquée tout droit d'une soucoupe volante. Et ils font partie donc de cette faune, de ces créatures de l'ombre. Et on va consacrer un chapitre à un gros volet à ces hommes en noir. Et cette conférence-là, c'est à Montréal, c'est le 30 mai. Oui. À christianpage.ca. En passant, demain, Christian est assez gentil pour le mentionner à la radio, fait une conférence gratuite à la salle Sylvain Lelièvre qui est au cégep de Limoilou. Ça se déroule à 19h15. Si vous avez rien à faire demain, là, allez faire un tour là. Vous allez être gâtés, mes amis. Christian Page va être là. C'est tout à fait gratuit. Absolument. C'est pas le fun, ça? Ah, ça, c'est le fun. Il y en a pas beaucoup des trucs gratuits aujourd'hui. Fait que soulignons celui-là. Exact. Bon, dans ton livre, tu fais peur à Véro. Okay. Tu parles de l'exorcisme d'Annelies Michel. Je vais faire entendre l'extrait tout de suite parce que je l'ai teasé un peu. Simplement pour vous décrire là, la façon dont un non-initié peut le décrire. C'est qu'on voit un prêtre qui est devant un lit et il récite des paroles dont je ne connais pas nécessairement les propos. Je parle pas cette langue-là. Mais il y a une femme qui est couchée sur un lit et qui semble vraiment pas bien aller, là. Et ensuite, après ces fameuses paroles-là, elle brise cette dame-là qui était couchée et quitte la pièce. Mais c'est filmé. On voit la femme patienter pendant quelques secondes et tout d'un coup, il y a une voix d'outre-tombe qui sort. C'est vraiment une voix qui on a l'impression que ça vient d'elle, là, parce que c'est sa bouche à elle qui bouge. Allez voir ça sur YouTube, vous allez halluciner. Mais je vais vous le faire entendre à la radio. Montez le son. Acquia Sanctorum Sanctum Omnium Intorto. Véro, tu files-tu? J'aime pas bien ça, ces affaires-là. Est-ce que je t'aurais demandé une traduction simultanée? Ouais. Qu'est-ce que le prêtre dit? En fait, le prêtre, en fait, c'est une histoire qui est tout à fait extraordinaire. Et il faut se rappeler, je pense que tous les auditeurs ont sûrement vu le film L'Exorciste. Oui. Oh. Or, le film L'Exorciste, on a appris, à l'époque, c'était pas la mode de dire ce film est basé sur une histoire vraie. Aujourd'hui, c'est devenu presque une signature. Je pense que presque tous les films qui sortent maintenant, qui sont consacrés au paranormal, ont un peu cette notion basée sur une histoire vraie. Même si parfois, entre l'histoire vraie et la version cinématographique, il y a un monde entre les deux, c'est devenu quand même une sorte d'élément, d'une valeur ajoutée de dire cette histoire-là est basée sur un événement réel. Dans le cas de L'Exorciste, ce fameux film est sorti en 1973. Il est sorti le 26 décembre 1973. Alors, tu peux t'imaginer l'impact culturel que ça représente. Remettons-nous dans le contexte. On est dans les années 70. On est
le 26 décembre. Donc, dans les chaumières, on chante des cantiques de Noël. On a des petits Jésus, la crèche et le Saint-Joseph. Et soudainement, au cinéma, on a l'ennemi juré du bien, le diable qui est présenté sous toutes ses coutures. Ce que les gens ne savaient pas, c'est que le film, lorsqu'il est sorti en 1973, ce film était basé sur un événement réel. Donc, en 1949, dans la banlieue de Washington, un petit garçon, un adolescent de 14 ans, avait apparemment été possédé par le démon. Il y avait eu une série de rituels d'exorcisme qui avaient été consacrés, et puis l'enfant avait été éventuellement libéré. Mais on connaissait peu d'événements. On connaissait peu d'éléments de cette histoire-là, si ce n'est de vagues rumeurs qu'on racontait à gauche et à droite. Et en fait, on a appris cette histoire-là parce que William Peter Blatty, l'auteur du roman L'Exorcisme, qui a d'ailleurs écrit le scénario du film, a raconté à un moment donné à un journaliste, il dit « L'histoire de l'exorcisme, je l'ai appris au collège parce que un de mes professeurs, c'est un collège de jésuites, et un des prêtres jésuites qui était là me racontait cette histoire-là parce qu'il avait lui-même participé à cet exorcisme. » Donc, c'est un peu de cette façon-là qu'on l'a appris. Mais on savait pas beaucoup d'éléments. On n'avait pas une vision de l'interne de comment ça se passait. Il aura fallu attendre l'événement d'Annelise Michel dont on a parlé. Cet événement-là se passe au milieu des années 70. En fait, tout ça commence pour Annelise Michel. Tout ça commence à la fin des années 60. Elle est victime d'une série de maux. Elle a des sortes de pertes de mémoire. Elle a des moments d'absence, comme si elle s'était évanouie. Et là, soudain, elle commence à raconter qu'elle a des visions de démons grimaçants. Et soudainement, au milieu des années 70, elle va voir des médecins. On n'arrive pas à identifier le mal précis dont souffre Annelise Michel, mais les médecins concluent qu'il doit s'agir d'une forme d'épilepsie bénigne, même si on ne réussit pas à le démontrer objectivement par des résultats cliniques, et on va lui prescrire des anticonvulsifs. Mais ça change rien à l'état d'Annelise. Elle continue d'avoir ses moments d'absence et elle fait son entrée à l'université. Elle crie sans raison apparente, s'en prend ses collègues de classe. Peu à peu, il y a un ostracisme qui se fait autour d'elle. Et les parents d'Annelise Michel, qui sont des véritables grenouilles de bénitier, ça se passe en Allemagne, ça se passe en Bavière. Ces parents qui sont excessivement religieux, eux sont persuadés que les troubles de leur fille n'ont rien à voir avec l'épilepsie, et décident d'en parler à des prêtres autour d'eux. Et finalement, tout ça va remonter, la filière va remonter, et éventuellement, en septembre 1975, l'évêque de Würzburg, Joseph Stengel, va autoriser l'exorcisme. Donc, Annelise sera exorcisée. Il faudra plus de 70 séances d'exorcisme qui vont avoir lieu de septembre 1975 à juin 1976. Et en juin 1976, malheureusement, Annelise Michel va décéder. Et durant cette période, donc durant ces plus de 6 mois de possession, elle bondit, elle est attachée sur son lit parce que ses convulsions sont tellement violentes qu'on craint qu'elle se blesse. Elle bondit parfois de son lit, les membres raides, catatoniques. Elle urine sur les prêtres, elle a un langage ordurier, crache également sur les prêtres, elle refuse de s'alimenter, ses parents la surprennent même à manger des araignées, par exemple. Et peut-être que, d'ailleurs, ce que je raconte, peut-être des gens se disent « il me semble j'ai vu ça au cinéma ». Effectivement, il y a quelques années, je crois que c'était 2007-2008 à peu près, on a fait un film qui s'appelle « L'exorcisme Émilie Rose, pardon. Émilie Rose, donc, ouais. L'exorcisme d'Émilie Rose. Et l'exorcisme d'Émilie Rose est basé sur l'exorcisme d'Annelise Michel. Et Annelise, donc, va décéder en 1976. Et parce que elle est décédée, il va y avoir procès. Les autorités judiciaires vont être informées des circonstances un peu mystérieuses du décès d'Annelise, et il va y avoir les parents ainsi que les prêtres exorcistes seront accusés de négligence criminelle, et il va y avoir un procès. Et c'est grâce à ce procès, donc, qu'on va découvrir toutes les coulisses de l'exorcisme telles qu'on les avait pas imaginées. Là, personne n'imaginait ça comme ça. Donc, on sait tout le rituel qui a été tenu, comment le rituel s'est passé, les plus de 70 séances d'exorcisme qui auront été enregistrées sur plus de 43 cassettes. Les prêtres ont documenté ça. Donc, ils ont documenté ce qui s'est passé. Et évidemment, on comprend bien que ces documents-là n'auraient jamais été publiés, n'auraient jamais été accessibles aux journalistes s'il n'y avait pas eu ce procès pour négligence criminelle. L'affaire Annelise Michel est sans aucun doute le meilleur cas d'exorcisme, à tout le moins le mieux documenté, auquel la presse a eu accès
aux informations à cause justement de ce procès. C'est une affaire exceptionnelle. Je suis allé en Allemagne, j'ai visité Klingenburg-on-Heim, petit village où Annelies Michel est décédée. Et c'est assez amusant parce que, écoute, quand j'étais là-bas, j'y étais avec un ami qui, lui, parlait l'allemand. Et dès qu'on évoquait le nom d'Annelies Michel dans le village, si les gens avaient eu des mitraillettes à la place des yeux, on aurait été foudroyés. À ce point-là, on tente de l'oublier, quoi? C'est pas qu'on tente de l'oublier, mais on a l'impression que cette histoire d'exorcisme qui a entraîné le décès de cette jeune femme, Annelies était âgée de 22 ans au moment de son décès, c'est quelque chose qui a stigmatisé la communauté de Klingenburg-on-Heim. Et c'est assez amusant parce que la maison des Michel était toujours existante. Là, quand j'y suis allé, la mère d'Annelies était d'ailleurs toujours vivante. Je l'ai croisée dans la rue, elle a refusé de me parler. Ah oui. Le père était décédé, elle vivait seule dans cette maison, là où a eu lieu l'exorcisme. C'était cette même maison où 30 ans plus tôt, il y avait eu cet exorcisme. Ça avait eu lieu et c'était assez amusant parce que la maison est construite tout près du cimetière. Donc, de la chambre où l'exorcisme a eu lieu, on peut voir la tombe d'Annelies dans le cimetière et elle est continuellement fleurie. Donc, des gens vont porter... Il y a une sorte de dévotion qui se fait en silence autour de la personnalité d'Annelies. Donc, on va porter des fleurs, les gens se recueillent sur sa tombe, mais en parler ouvertement. Et le fait également que Klingenburg-on-Heim se soit retrouvé dans la presse internationale pour une histoire aussi sordide, et pour certains même, c'était pratiquement un bond dans le Moyen-Âge, parce que bon, les histoires d'exorcisme, des rituels comme cela, c'est un petit peu étonnant. C'est une expérience qui est assez bouleversante. Mais c'est une histoire qui est tout à fait fascinante et pour lesquels il y a encore beaucoup d'éléments qui restent incompréhensibles. Dans un premier temps, dans le cas d'Annelies, faut pas se le cacher, quand on regarde l'ensemble des symptômes qu'elle présentait, il n'y a aucune pathologie bien documentée en médecine qui permet d'expliquer ce dont souffrait Annelies Michel. Même pas la schizophrénie à son paroxysme. C'est assez amusant parce que tu mentionnes ça. Tu sais, en psychiatrie ou en psychologie, pour poser des diagnostics cliniques, un psychiatre va poser des diagnostics cliniques, il va utiliser un ouvrage qui s'appelle le DSM, hein, c'est le manuel des statistiques statistiques et des symptômes des maladies mentales. Et dans le DSM, ça se présente un peu de la façon suivante. On a d'abord un registre de l'ensemble des maladies et ces maladies-là sont expliquées avec les symptômes qui leur sont associés. Et pour faire une histoire simple, pour rendre ça assez facile pour les auditeurs qui nous écoutent, si par exemple on présente la schizophrénie, il y aura les 10 symptômes, 10, 20 symptômes, peu importe, qui accompagnent la schizophrénie. Et si tu souffres par exemple de 50% de ces symptômes-là, tu seras diagnostiqué comme étant schizophrène. Donc tu vois un peu comment que ça fonctionne. Or, dans le cas d'Annelies Michel, quand on regarde ce DSM, hein, cette Bible des maladies psychologiques et psychiatriques, quand on regarde ce DSM, on peut dire qu'Annelies Michel souffrait d'un petit peu de névrose. Elle souffrait également d'un peu de paranoïa, d'un petit peu de schizophrénie, d'un petit peu du mal de Gilles de la Tourette, mais jamais de manière assez marquée pour être diagnostiquée comme étant ou schizophrène, ou névrosée, ou paranoïaque. Et ce genre de maladie multimots, regroupant ces symptômes très précis, n'existe pas en maladie, en médecine clinique. Donc, on ne sait pas trop de quoi souffrait Annelies Michel et également son épilepsie sur lesquelles les médecins ont beaucoup évoqué durant le procès, ont beaucoup parlé. Cette épilepsie n'a jamais été prouvée de manière clinique non plus. Donc, qu'est-ce qui fait qu'Annelies Michel avait ces comportements bizarres? Ce n'est pas à la science de se prononcer si le diable ou non existe. Mais on peut dire à tout le moins qu'Annelies Michel semblait souffrir d'un syndrome de possession, donc d'un ensemble de symptômes qui amènent les gens à croire, à tort ou à raison, qu'ils sont habités par une entité négative. Et dans le cas d'Annelies, elle prétendait être habitée par les esprits de Lucifer, Caïn, Judas, Hitler, Alger Fleischmann, une sorte de prêtre défroqué allemand. Et donc, tu vois, c'était plusieurs entités qui semblaient cohabiter en même temps. Mais avec avec l'éducation qu'elle a eue, tu parlais qu'elle était à l'université, est-ce qu'elle aurait pu connaître tous ces anciens-là? En fait, les personnages qu'Annelies Michel évoquait durant ces transes de possession, parce qu'elle était pas possédée 24 heures sur 24, mais durant les périodes où elle était possédée, elle évoquait ces personnages-là. C'était des personnages qu'elle connaissait, qui faisaient partie de la culture ou de l'histoire allemande.
Maintenant, la façon dont les symptômes étaient présentés, ça reste un cas excessivement difficile à expliquer de manière objective. Certains diront qu'il s'agissait simplement de troubles mentaux, d'une sorte de psychose qui faisait qu'Annelise Michel était persuadée d'être possédée par ces esprits malveillants. Mais en même temps, quand on regarde l'ensemble des symptômes, on s'aperçoit que ça ne s'explique pas aussi aisément. Il y a quelque chose qui nous échappe dans le cas d'Annelise Michel. Est-ce que le Vatican fait encore ce genre d'activité-là, des exorcismes? Parce que je pense que c'est l'an passé, j'ai lu quelque chose par rapport à ça, que le Vatican aurait autorisé un exorcisme. C'est amusant que tu mentionnes ça parce que, en fait, l'exorcisme est plus populaire que jamais. Ah oui. C'est assez amusant parce que sous le règne de Jean-Paul II, si on recule de 30 ans en arrière, sous le règne de Jean-Paul II, l'exorcisme était une activité, entre guillemets, rarissime. Disons que Jean-Paul n'était pas très ouvert ou très friand des exorcismes. Néanmoins, c'est lui qui a demandé une revision du rituel de l'exorcisme. Faut dire qu'il en avait bien besoin, ce rituel, parce qu'il datait de la fin du 17e siècle. Donc, il n'avait pas été remis à jour depuis 250 ans. Donc, Jean-Paul II a demandé une révision du rituel de l'exorcisme. Mais en dehors de cette demande, au niveau de la liturgie, de réécrire le rituel de l'exorcisme, et sous le règne pontifical de Jean-Paul II, il n'y avait pas beaucoup d'exorcismes. Et puis finalement, dans ses successeurs, et en particulier sous Benoît XVI, on a une ouverture soudaine vers l'exorcisme. Benoît XVI est plutôt convaincu que oui, le diable se manifeste et oui, le diable peut prendre possession des humains. Et soudainement, on voit une explosion littéralement au Vatican de ces cas de possession diabolique. Et au moment où on se parle, même sous le règne de François, on continue au Vatican d'éduquer des prêtres pour pratiquer ces rituels. En fait, les prêtres ne suffisent pas à la demande au moment où on se parle, tellement il y a des cas de possession qui sont rapportés un peu partout à travers le monde. Est-ce que c'est l'ouverture soudaine de l'Église qui fait que les gens sont plus possédés, ou est-ce que c'est le fait qu'il y ait plus de possédés qui force l'Église à s'ouvrir sur le phénomène lui-même? Ben, ça reste une question de qu'est-ce qui vient avant, l'œuf ou la poule? C'est une grande question. Mais c'est vrai qu'au moment où on se parle, l'exorcisme, les cas de possession diabolique se multiplient un peu partout à travers la planète. Puis ce qui nous est rapporté par rapport aux exorcismes, là, c'est-à-dire la personne peut parler divers langages qu'elle a jamais parlé. Ça, est-ce que c'est vrai ou ça demeure de la légende? Tu vois, ça aussi, c'est assez amusant parce que c'est vrai que l'Église a établi des règles pour dire, avant de conclure qu'une personne est possédée du démon, il faut dire d'ailleurs, quand je t'ai mentionné que Jean-Paul II avait demandé une réécriture du rituel de l'exorcisme, il a également ajouté qu'à partir de ce moment-là, avant de conclure à une possession diabolique, il était important que le sujet à rencontrer des médecins, des psychiatres. En fait, que la médecine se penche sur ce cas clinique avant de conclure à une possession diabolique. Cela étant dit, c'est vrai que l'Église a établi un certain nombre de symptômes que doit présenter le possédé avant de conclure à la possession. Parmi ceux-là, on dit que la personne, le possédé, doit faire preuve d'une force physique au-delà de son propre gabarit. Quelque chose d'anormal. Ça reste très subjectif comme symptôme. On dit également que cette personne-là doit parler des langues, une langue qu'elle ne connaît pas ou n'a jamais apprise, une langue vivante ou morte. On dit également que cette personne-là doit régurgiter des objets, des clous, bref, des objets qui n'appartiennent pas au corps. Cette personne-là doit également doit avoir une sorte de don de vision. Donc, elle est capable de dire des choses, de raconter des événements dont elle n'est pas au courant, une sorte de perception extrasensorielle. Le problème de ces symptômes-là, bien sûr, c'est qu'ils n'ont jamais été bien documentés dans les cas d'exorcisme. A-t-on jamais rencontré un seul possédé présentant l'ensemble de ces symptômes? Si oui, le Vatican n'en a jamais parlé. Et tu sais qu'au moment où on se parle, l'exorciste en chef du Vatican, le père Gabriel Amorth, qui lui prétend avoir fait des milliers d'exorcismes durant sa carrière, dit lorsqu'on lui parle de ces cas-là, on dit oui, mais monsieur, Don Gabriel Amorth, avez-vous jamais rencontré un possédé qui présentait tous ces symptômes-là? Et Gabriel Amorth dit, pourquoi attendre qu'il présente tous les symptômes? On a tous bien de prendre le pas d'abord et dès que ça commence, procéder immédiatement à l'exorcisme. De toute façon, ça peut pas y faire de mal. Dis de même, c'est vrai. Donc tu vois, c'est un peu cette façon que Don Gabriel Amorth, qui est le prêtre, l'exorciste en chef du Vatican, aborde la question de la possession diabolique. Annelise Michel est décédée à 22 ans. Elle est décédée de quoi?
Elle est décédée de malnutrition, en fait. Comme elle refusait de s'alimenter, elle est morte de malnutrition et de déshydratation. D'où la raison de lorsqu'il y a eu ce fameux procès, on a accusé les prêtres et la famille de négligence criminelle et je pense que si effectivement les parents avaient appelé un médecin au chevet d'Annelise Michel, le médecin aurait demandé à ce que la jeune femme soit transférée dans un hôpital et malgré sa volonté de ne pas se nourrir, parce que c'est elle qui refusait de se nourrir, elle disait « Le diable ne veut pas que je mange » et c'est vrai que lorsqu'elle ingurgitait des aliments, elle vomissait, donc il y avait une carence là, qui devait être comblée. Je pense que des médecins là, auraient forcé sa nutrition, même si on avait dû passer par l'intubé, on l'aurait probablement intubé dans un hôpital, mais ultimement, Annelise Michel aurait certainement survécu à cette situation. Mais les parents n'ont rien fait. Ils ont laissé les choses courir et c'est assez dramatique de voir, on a cette jolie jeune femme qui semble pétante de santé et 6 mois plus tard, quand on regarde les photos de cette même Annelise Michel, on a l'impression de voir, passe-moi l'expression, mais tu sais, ces fameux squelettes humains qu'on a observé à la libération des camps d'Auschwitz et de Buchenwald, bon, ces camps nazis où les gens n'avaient plus que la peau sur les os. C'était véritablement des squelettes humains. Annelise Michel ressemble à ça. On a l'impression de voir une survivante des camps de la mort, alors que quelques mois plus tôt, c'était une jeune femme rayonnante. Allô, Radio X. Allô, Yann? Salut. Ouais, ça va? Toujours les invités intéressants. C'est grâce à Véro et à la qualité des invités. Oui. Christian, ça va? Oui. C'est le fun de vous entendre avec Yann, parce que contrairement à Benoît Dutrisac à Montréal, il vous coupe pas. Yann, on vous écoute. Une bonne oreille. Bon. Écoute, Christian, j'ai une question à vous poser et une anecdote à vous conter bien courte. Il y a quelques mois au canal Discovery, et ça parlait des gens qui avaient vu des choses. Puis dans le coin de l'Arizona puis Utah, il y a des gens qui ont vu apparemment un ptérodactyle. Vous n'avez entendu parler de ça? Oui, absolument. Bon. Moi, il y a 8 ans, là, je vous parle plus de quelques mois, il y a 8 ans, j'ai été dans ce coin-là parce que camionneur, puis j'ai tout de suite appelé ma femme parce que j'ai vu un genre d'oiseau, puis il ressemblait à ça. Il a passé direct devant ma face en rangement, puis il est reparti vers le haut, puis j'ai cru avoir eu la berlue. Fait que là, j'ai téléphoné ma femme tout de suite, puis je ne devinerai jamais qu'est-ce que j'ai vu, mais je pense que j'ai eu une vision, ça se peut pas. Elle dit, c'est quoi, t'as vu? J'ai vu un oiseau qui ressemblait à un ptérodactyle. Quand on a vu le reportage il y a quelques mois, ma femme m'a dit, tu m'avais déjà appelé pour me dire, t'as vu quelque chose comme ça? J'ai dit oui, mais là, on a regardé ça avec intérêt, et on se demande si c'est vrai ou non. Christian, pourriez-vous m'éclairer? En fait, c'est difficile est-ce que oui, c'est vrai ou non, c'est-à-dire qu'on a des témoignages. Mais c'est sûr qu'en science, on va toujours exiger la dépouille. On a un échantillon biologique qui peut prouver que l'animal existe. Mais ce que vous racontez, donc vos observations, il y a même un ouvrage entier qui a été consacré à ces apparitions de ptérodactyles, que ce soit aux États-Unis ou à l'étranger. Au moment où on se parle, d'ailleurs, les observations les plus fréquentes de ces animaux proviennent soit de l'Australie, soit de la Nouvelle-Guinée. Mais effectivement, il y a des récits d'observations qui se retrouvent dans le sud des États-Unis. Et moi-même, j'ai rencontré une dame qui disait en avoir vu un de ces grands oiseaux de style ptérodactyle qu'elle avait observé tout près de la côte au sud de Vancouver, donc en Colombie-Britannique. Donc, ces témoignages se multiplient, mais c'est sûr que pour avoir une réponse définitive, il faudrait avoir ou bien un échantillon biologique ou avoir une carcasse de l'animal. Et c'est le même problème qui frappe tous les les créatures, disons, de la cryptozoologie. Que l'on parle de ces grands oiseaux volants, certains les appellent des ptérodactyles, d'autres les appellent les thunderbirds ou les raptors. Bon, c'est difficile tant aussi longtemps qu'on n'a pas une carcasse de cet animal-là, mais pas plus, par exemple, que le fameux Yeti ou le Sasquatch, le monstre du Loch Ness, ou peu importe le monstre lacus qu'on évoque, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas une carcasse ou un échantillon biologique, c'est très difficile de pouvoir trancher sur la réalité ou non de ces grands animaux mystérieux. Quand ma femme m'a demandé, je l'ai posé, j'ai dit, tu folle, tout. Deuxièmement, j'avais pas le temps, ça a passé vite. Puis j'ai demandé, je vais débarquer du truck puis me faire ramasser par ça.
Fait que, je vais continuer à vous écouter avec intérêt. Merci. Ben, merci beaucoup d'avoir appelé. Merci beaucoup. Bonne soirée. Christian, je me demandais, parce que tu as fait plusieurs voyages, les rencontres les plus troublantes que tu as fait durant ta carrière en 40 ans, là, où tu te dis, oh boy, je viens d'assister à quelque chose dont je pensais jamais pouvoir assister. Wow, ça, quelque chose qui t'a marqué, là. Ben, en fait, tu vois, c'est d'abord, bon, que ce soit des trucs comme Annelise Michel, tout ça, donc de côtoyer des gens qui ont été près de ces événements qui ont marqué l'histoire du paranormal, c'est toujours un peu très surprenant. Mais si je devais choisir là, des événements qui m'ont marqué plus que d'autres, je te dirais que d'avoir participé à une chasse au Sasquatch en Colombie-Britannique, dans les forêts, tout près des glaciers, des montagnes rocheuses, c'est des trucs qu'on n'oublie pas. Tu sais, donc d'avoir moi-même pris part à des investigations de ce type-là pour essayer de trouver de ces animaux-là de la cryptozoologie, c'est quelque chose de très surprenant. T'avais-tu mis ton casque de poêle? Hein? Non, mais j'avais mis mes raquettes. Parce qu'effectivement, je me rappelle quand on avait fait ce truc-là, on était, pour les gens qui connaissent un peu la Colombie-Britannique, on s'était installé au pied des montagnes rocheuses près de Prince Rupert. Ça se trouve complètement dans le nord de la Colombie-Britannique. C'est très difficile d'accès. Il faut prendre un avion de Vancouver. On atterrit sur une petite île où se trouve l'aérodrome. En fait, l'aérodrome est uniquement sur cette île et ensuite on doit prendre un traversier qui nous amène jusqu'à Prince Rupert. On a l'impression d'être au bout du monde. Et là, on est réellement, parce que les gens qui visitent Vancouver nous disent, ce sont les montagnes rocheuses, mais en réalité, c'est pas tout à fait pour les gens qui vivent en Colombie-Britannique, les montagnes que l'on voit à Vancouver ne sont pas les montagnes rocheuses. C'est ce qu'on appelle la côte, la chaîne côtière, la coastal range. Donc, ce sont pas vraiment les montagnes rocheuses. Les montagnes rocheuses sont beaucoup plus au nord. Et là, on est tout près de la frontière de l'Alaska quand on arrive aux montagnes rocheuses. Et c'est un environnement, c'est un paysage à couper le souffle. Donc, à la fois chasser le Sasquatch dans de telles régions, c'était extraordinaire. C'est peut-être un des souvenirs que je n'oublierai jamais. Oui. Puis avez-vous trouvé quelque chose, des traces, quelque chose? Non, malheureusement, on n'a absolument rien trouvé. J'ai rencontré beaucoup de gens et d'Autochtones qui disaient avoir eu des rencontres avec le Sasquatch, mais moi, personnellement, je n'ai trouvé ni empreinte, ni échantillon biologique, poil ou quoi que ce soit du genre qui m'aurait laissé croire que la mythique créature était dans les environs. Parce qu'il y a une fameuse vidéo du Sasquatch là, qu'il y a sur YouTube. Est-ce que ça a été démenti, cette vidéo-là? Ça, c'est pense-moi l'expression, le maudit film Patterson. Exact. Et je vais t'expliquer pourquoi je dis le maudit film Patterson. Parce que ce film-là, c'est comme l'épine dans le pied. En ce sens que ce film-là, malgré tous les détracteurs au fil des ans, on n'a jamais réussi à démontrer que le film était une fraude. Je rappelle un peu le contexte du film. On est en octobre 1967. Le type qui tient la caméra s'appelle Roger Patterson. C'est un type qui s'intéresse au Bigfoot. C'est le nom qu'on lui donne aux États-Unis. Il s'intéresse donc au Bigfoot. Il a écrit un petit ouvrage, une monographie, 1 an ou 2 auparavant, qui s'intitule « Est-ce que l'abominable homme des bois d'Amérique existe ?» Et il s'intéresse au sujet. Et là, soudainement, on entend parler que des empreintes ont été découvertes dans le nord de l'État de la Californie, à Blue Creek Mountain. Et là, il se dit, je vais louer une caméra, je vais me rendre là, je vais filmer ces empreintes-là. Il a l'intention de faire un documentaire sur le Sasquatch. Là, ça a été une bonne décision dans son cas parce qu'il s'est rendu là. Il a engagé une connaissance. Je dirais pas un ami, mais il y avait une connaissance qui était un métis, qui était un spécialiste pour traquer des animaux en forêt. Ils l'engagent. Ils vont également amener avec eux des chevaux. Ils vont entreprendre de patrouiller tout le secteur à dos de cheval. Et voilà que le 20 octobre 1967, il est à peu près 12h30, il se trouve tout près d'un endroit, une rivière asséchée qui s'appelle Bluff Creek, et voilà, ils vont voir cette créature. Le cheval de Patterson est né, il est désarçonné. Le temps de se relever, il voit la créature, saisit sa caméra. Les premières images tressautent parce que Patterson court en tenant sa caméra, l'objectif de sa caméra pointé vers la créature tout en filmant. Il trébuche, se relève et là va prendre une position plus ou moins statique et va réussir à filmer la créature pendant quelques secondes. On a un peu moins d'1 minute de film. Si ma mémoire est bonne, c'est 57 secondes de film que l'on a.
Et je te dirais peut-être une demi-minute où on la voit bien, cette créature qui marche dans la forêt. Évidemment, on a crié au canular. Il faut dire que Patterson est décédé au début des années 70, quelques années après. Il n'a jamais admis qu'il s'agissait d'un canular. Avec les années, toutes sortes de gens sont sortis de l'ombre pour dire « Ah, c'était moi le type dans le costume du film Patterson ». Mais s'il faut tenir compte de ces témoignages-là, il devait être une demi-douzaine dans le costume parce qu'on a une demi-douzaine de personnes qui affirment avoir été dans le costume. Et dans les faits, jamais personne n'a réussi à démontrer qu'il s'agissait d'un canular. Et au contraire, plus les qualités de l'optique augmentent, plus on peut numériser ces images-là et aller chercher des détails qu'on ne voyait pas sur la pellicule originale, parce que le film était tourné en 16 mm. Originalement, c'était un peu flou. Aujourd'hui, on peut numériser ces images-là, aller chercher des petits détails qu'on voyait pas sur les images originales. Et plus on améliore cette qualité, plus les détails que l'on voit nous amène à croire que le film est authentique. Tant la démarche, la façon dont le poil faut se rappeler qu'on est en 1967. À l'époque, faut se rappeler que ce qui était à peu près le mieux au cinéma, c'était La planète des singes, la version originale. Et on voyait, et ce n'était que des masques. On n'avait pas tout le corps. On n'avait que les masques et les mains. Et on voyait bien que c'était quand même si c'était bien réussi, hein, c'était pour l'époque, ça s'est mérité l'Oscar des meilleurs maquillages à l'époque. Mais malgré ça, on voyait que c'était un trucage hollywoodien. On voyait que c'était un costume. On voyait que c'était des masques. On voyait que le poil était simplement collé sur une fourrure. Pas dans le film Patterson. Donc, comment un individu sans aucune connaissance dans le domaine hollywoodien aurait-il réussi ce que même les experts d'Hollywood n'arrivaient pas à faire? Et c'est assez amusant parce qu'on a parlé de La planète des singes. À l'époque où le film Patterson a été tourné, on s'est tourné vers John Chambers, le type qui avait fait les trucages pour La planète des singes. Et on s'est dit, on va aller voir John Chambers parce que il y avait une rumeur qui disait que John Chambers était peut-être le type qui avait fait le costume du gars dans le film Patterson. Et on est allé voir John Chambers, on lui a posé la question. Chambers a regardé le film et il dit « Bon, je peux vous dire une chose, c'est pas moi qui ai fait ce costume-là, mais si vous trouvez le type qui l'a fait, présentez-le-moi parce que je vais l'engager. » Donc, il faut bien l'avouer, aujourd'hui, même si le film est agaçant, parce que même si on se dit, bon, ça n'a pas de bon sens, une créature comme le Sasquatch, ça peut pas exister, bon, pour mille et une raisons, on va essayer de discréditer l'existence du Bigfoot, et je comprends les gens qui soient sceptiques à l'existence, il faut quand même l'admettre. L'idée de imaginer que des créatures hominidées, une famille, une communauté d'animaux de ce type-là, d'une créature hominidée, pourrait exister et vivre dans les forêts du nord de la Californie et échapper finalement à la détection des hommes du 20e siècle alors qu'on est à peu près partout, c'est un petit peu aberrant. Et pourtant, faut pas se mettre la tête dans le sable. Le film Patterson, on n'arrive pas à l'expliquer objectivement. On a réellement l'impression, même si on tient mordicus à nous dire « Ah oui, c'est peut-être un canular », il faut encore le prouver. Et malheureusement, jusqu'à maintenant, on n'a pas réussi à faire cette démonstration-là. Le film Patterson-Gimlin, jusqu'à maintenant, résiste aux assauts du temps et aux critiques des sceptiques. On n'a jamais réussi à démontrer que c'est juste d'une fraude. J'imagine les gens qui sont allés sur YouTube pour voir ce fameux film-là, pendant que tu nous en parles. Ouais. Et c'est amusant parce que quand on regarde le film, vitement, comme ça, au premier coup d'œil, on a l'impression de voir un homme qui marche dans un costume. Ce qui est intéressant avec le film Patterson, c'est qu'il n'y a pas d'ambiguïté. C'est ou bien un homme dans un costume, ou c'est un Bigfoot. C'est pas un ours, c'est pas un chien, c'est pas un blaireau, c'est clair. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est ou un homme dans un costume, ou c'est un véritable Sasquatch. Et quand on le regarde, on a l'impression de voir un homme qui marche avec une démarche tout à fait normale. Et pourtant, quand on regarde comme si on s'arrête aux images, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose d'anormal dans cette démarche-là. Par exemple, la créature ne déplie jamais complètement la jambe comme le ferait un humain normal. Elle est toujours en partie, les jambes sont toujours un peu repliées. Pour qu'un humain puisse marcher comme ça, en donnant cette impression de fluidité, il aurait fait, essaie de marcher de cette manière-là, sans déplier. Arque un peu tes jambes, replie un peu les genoux et marche en essayant de donner une allure tout à fait naturelle à ta démarche. Tu vas voir que c'est excessivement compliqué. Et c'est pourtant ce que l'on voit dans le film Patterson. Pour marcher de cette manière-là, il aurait fallu que le comédien, l'homme dans le costume, s'entraîne pendant des mois
pour réussir à donner cette impression-là. Et ensuite, quand tu regardes la créature, parce que là, on la voit au complet, on voit le mouvement des épaules, et comme je l'ai mentionné, comme on est capable maintenant de numériser les images qui circulent sur Internet sont de meilleure qualité que le film l'était en 67, et on voit clairement les muscles de la créature qui travaillent sous ses épaules. Donc, pour réussir un tel trucage, il aurait fallu coller poil par poil sur le dos du comédien qui aurait accepté de jouer le rôle du film Patterson. C'est très difficile. Pour l'instant, on reste dans l'ambiguïté. Je dis pas que le film est authentique. La fraude est toujours possible. Mais pour l'instant, on n'a pas réussi de manière éloquente à démontrer que le film était une fraude, malgré les témoignages. Mais je sens qu'il te fatigue, ce film-là. Oui, il me fatigue parce que à toutes les fois où j'aborde la question du Sasquatch et Bigfoot, je me dis tout le temps, bon, c'est sûr que ces récits-là, il manque de preuves pour étayer l'existence de la créature. Ensuite de ça, il y a des règles qui sont simples. Hein. Par exemple, si on demande à des biologistes, des spécialistes de la vie en forêt, ils vont nous dire que pour qu'une communauté de créatures, parce qu'elle peut pas vivre éternellement, cette créature-là, elle doit bien vivre en communauté, elle doit se reproduire, et uniquement pour l'État de la Californie ou le nord de la Californie, il faudrait qu'il y ait quelque chose comme 3000 individus pour qu'on puisse avoir une population viable. 3000 individus, tu te dis, mais semble, à un moment donné, on en verrait bien de temps en temps, à tout le moins, de manière plus fréquente que qu'est-ce qui est rapporté dans la presse. On devrait trouver des carcasses, on devrait trouver des échantillons biologiques. Rien de ça n'a jamais été produit. Toutes les fois qu'on nous a présenté des poils, et là tout récemment, ils viennent d'avoir une étude qui a été faite à l'université Cambridge, on avait demandé, des spécialistes en génétique avaient demandé à tous les amateurs qui traquent le Sasquatch, Bigfoot, Yeti, peu importe, ces fameux hominidés inconnus qu'on retrouve dans à peu près tous les grands pays du monde. L'université Cambridge a demandé à tous ces gens-là, si vous avez des échantillons biologiques, envoyez-les nous et on va procéder à des tests ADN. C'était la première fois qu'une université, que des milieux académiques s'ouvraient de cette manière-là. Ils ont reçu des dizaines d'échantillons. De ces dizaines d'échantillons, plusieurs d'entre eux se sont trouvés, étaient de qualité valable pour une analyse ADN. Et hélas, toutes les analyses ADN ont trouvé dans ces poils-là autre chose que des poils de Sasquatch. C'était ou bien des poils de vache, des poils de bœuf, des poils de chien, des poils de n'importe quoi. Mais personne ne s'entend. Non, on a trouvé, l'analyse ADN dit, bon, ça c'est un poil de vache, ça c'est un poil de yak, ça c'est un poil d'ours, mais on n'a trouvé aucun poil provenant d'un hominidé inconnu non répertorié par la science. Est-ce que ça veut dire que le Sasquatch n'existe pas? Non. Ça veut simplement dire que les échantillons qui ont été soumis à l'analyse ADN, il n'y en avait pas d'exotique parmi ces échantillons-là. Exact. Donc, il faut quand même rester prudent. Toutes les fois où on a proposé des analyses sur des soi-disant échantillons biologiques du Bigfoot ou du Sasquatch, ça s'est toujours avéré être autre chose que des poils d'hominidés inconnus. Pas dire que le Sasquatch n'existe pas, mais on reste prudent. Mais le film Patterson, malheureusement, j'arrive pas à l'expliquer objectivement. J'aimerais bien arriver à dire, trancher définitivement, voilà, c'est une fraude, merci, bonsoir, on tire le rideau là-dessus, passons à autre chose. Mais malheureusement, je ne jouerai pas le jeu des sceptiques en me mettant la tête dans le sable ou en criant comme ça que c'est une fraude sans pouvoir le démontrer objectivement. Bon, as-tu des droits d'auteur là-dessus? Parce que je vais aller voir ça en soir, moi, là. Oh, le film Patterson, c'est vraiment une pièce, extraordinaire. Le film Patterson, il y a peu d'éléments. Tu sais, quand on parle des phénomènes paranormaux, c'est souvent, disons, la cascade, le carrousel des photos floues et des films mauvais. Mais dans le cas du film Patterson, c'est un bon film. On voit bien la créature. Il y a plusieurs secondes où on la voit très distinctement. On peut voir les poils sur la créature. On la voit bien se déplacer. Et comme je l'ai mentionné, il n'y a pas de possibilité que ce soit autre chose. C'est ou un homme dans un costume ou c'est un véritable Sasquatch. Malheureusement, on n'arrive pas à trancher définitivement en faveur de la fraude. Véro, avant la pause, est-ce qu'on a des questions des auditeurs? Oui, on en a plusieurs. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui a téléphoné à savoir si à l'opposé des cas d'exorcisme, c'était possible d'être lié au bien. Ben, j'imagine. Les gens diront, les prêtres, les curés ne sont-ils pas les représentants de Dieu? Et somme toute, selon l'Église catholique, nous sommes tous possédés par l'Esprit Saint.
Donc, de quelque manière, là, à partir du moment où on est baptisé, on reçoit en nous l'Esprit Saint. Donc, on peut donc dire qu'on est tous possédés de l'Esprit Saint. Ben, moi, je peux te dire que je suis possédé. Ce qui donc... Biscuit à l'érable, là. Leclerc, là. Et boy. Il rentre bien, hein? Ça, là, je rentre dans la maison et il me parle. D'une voix gutturale. Mange-moi, mange-moi. Donc, oui, d'une certaine façon, on peut dire on est tous quelque part possédés du bien si on a reçu l'Esprit Saint. Oui, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème là-dessus. Puis il y avait aussi une question à propos des cloches du Troisième Reich. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, les cloches du Troisième Reich. Ça, c'est assez amusant parce que c'est un phénomène qui s'est développé, disons, depuis les 30 ou 40 dernières années. C'est une sorte de mythologie qui entoure le Troisième Reich. On attribue aux Allemands, aux nazis, le développement de technologies tout à fait extraordinaires. Les Allemands auraient eu des bases en Antarctique, auraient développé des objets volants, des sortes de soucoupes volantes, des cloches, une sorte d'ovni, un véhicule pour se transporter dans l'espace. Certains vont même se téléporter à travers le temps. Ces appareils-là ressemblaient un peu à des cloches. Donc, on a vu des dessins, des croquis de ces objets-là. Mais est-ce que ces objets-là ont réellement existé ou est-ce que ce sont des inventions d'un mythe moderne? Moi, je te dirais, je suis pas un spécialiste de l'armement nazi, mais les quelques investigations que j'ai fait là-dessus, j'ai découvert en fait que tous ces documents-là, tous ces fameux plans de soucoupes, d'engins, de technologies exotiques qui auraient été développés par le Troisième Reich, ce sont tous des documents qui sont apparus dans les années 60 ou 70. Aucun de ces documents-là ne provient des véritables archives allemandes où les documents sont classés, répertoriés avec des numéros. Donc, à partir du moment où des documents se mettent à circuler comme ça sous le manteau, mais qu'on n'a pas de document de référence, c'est très difficile de savoir est-ce que c'est un document authentique ou non, est-ce que c'est une invention, est-ce que ce sont quelques étudiants en ingénierie qui ont décidé de faire une bonne blague, puis ont fait un plan d'un engin comme ça, et qui depuis circulent, c'est très difficile. Une chose est certaine, ces documents-là n'ont aucune référence officielle, donc il est impossible de vérifier dans les véritables archives reconnues pour déterminer si oui ou non ces documents-là sont authentiques. Deuxièmement, posons-nous la question, si les Allemands avaient bénéficié d'une technologie si extraordinaire, comment aurait-il pu prévoir la fin? Ouais, comment aurait-il pu finalement éviter ils auraient certainement pu éviter la débâcle de la fin. Exact. Ils auraient certainement gagné le conflit. Alors rappelons-nous que dans les derniers jours de la guerre, la situation était rendue tellement désespérée que le Troisième Reich envoyait des gamins âgés de 12-13 ans se combattre dans les rues de Berlin pour essayer d'affronter les armées russes qui entraient dans la ville. On n'a pas l'impression qu'on est en présence d'une superpuissance disposant d'une technologie fabuleuse. Donc, à mon avis, ça me paraît davantage être une sorte d'invention moderne, contemporaine de ce qui s'est réellement passé par rapport au développement technologique. Les Allemands avaient inventé bien sûr le V2, mais le V2 est arrivé le V2, ce sont ces fameuses fusées que les Allemands avaient inventées à la toute fin de la guerre et ils les ont utilisées pour bombarder Londres. Donc ils en avaient placé le long de la Manche en France et bombardaient l'Angleterre. Mais c'était vraiment dans la toute fin de la Deuxième Guerre mondiale et à ce moment-là, le conflit était déjà perdu d'avance. Les Allemands finalement ont inventé le V2 trop tard pour changer l'issue de la guerre. Et quand on regarde le V2, ça reste quand même une arme assez archaïque. C'était une fusée avec une chambre de combustion qu'on envoyait comme ça, un missile littéralement téléguidé sur l'Angleterre. Mais ça reste très archaïque par rapport à toute la mythologie qui entoure cette technologie fabuleuse que rapporte la littérature concernant les armes allemandes. J'ai le goût de t'achaler un peu, Christian Robert. Vas-y. Quelquefois, quand on va sur des sites un peu louches, là, on peut voir certains trucs qui nous laissent douter. Entre autres, les fameuses photos des Américains qui sont allés sur la Lune. OK. Où on dit, ben voyons donc, comment ça qu'on voit les étoiles aussi claires, comment ça qu'on voit le drapeau américain flotter au vent alors que sur la Lune, il n'y a pas de vent. Est-ce que ça, là, toi, tu t'es déjà penché là-dessus? Ouais, en fait, ça, là, on entre dans le volet complot. Sommes-nous allés sur la Lune? Est-ce que le 11 septembre 2001, est-ce que les tours du World Trade Center ont été détruites par
par des terroristes ou est-ce que c'est un inside job, un travail de l'intérieur orchestré par les autorités américaines? Il y en a qui croient ça, là. Donc là, on entre dans le domaine du complot. Et ils sont très nombreux, les tenants du complot. Bon, je n'entrerai pas sur le World Trade Center parce que c'est devenu presque un acte de foi. Il y a quelques reprises, lorsque j'ai évoqué en ondes les histoires du World Trade Center, tu deviens presque... Le discours est excessivement polarisé. Ou tu y crois, ou bien tu es avec moi ou tu es contre moi. Et si tu es contre moi, si tu es contre mon hypothèse, ben tu deviens un peu l'ennemi à battre. Moi, j'ai reçu, par exemple, des menaces, des courriels d'insultes parce que j'avais lancé en ondes que je n'étais pas persuadé que la CIA avait détruit les tours du World Trade Center. Donc, tu vois, ça devient un peu un acte de foi. Mais tu vois, mais je vais te dire plus que ça. Quand j'ai des invités qui me parlent de ça, de théorie du complot, il y a des gens qui m'écrivent, moi, en me disant que ça n'a pas de sens ce qu'on dit là, puis ils m'envoient des vidéos. Ah ouais, c'est ça. Pour prouver que ça aurait été une inside job, puis que 3000 personnes étaient au courant, puis que il y a des Juifs qui étaient sortis du... Voilà. Tu vas toujours trouver des éléments pour appuyer ces théories-là. Exact. Mais rappelle-toi que pour une vidéo qui te dit que c'est une inside job, tu peux en trouver 1000 qui vont te dire que c'est pas une inside job. Donc, on choisit ce que l'on veut un peu en fonction des croyances que l'on a. Dans le cas, par exemple, que tu mentionnes, donc l'homme sur la Lune, je pense que c'est assez amusant qu'on en parle encore parce qu'on peut comprendre que les Américains ont cessé d'aller sur la Lune au début des années 1970. La raison, au départ, le programme Apollo était conçu pour envoyer jusqu'à Apollo 20 sur la Lune. Les missions lunaires ont cessé avec Apollo 17 et la raison était essentiellement manque de fonds. On n'avait plus le support du public. Lorsque Neil Armstrong a débarqué sur la Lune en juillet 1969, ça a été la transmission télévisuelle la plus regardée au monde. Dans tous les pays du monde, on a regardé ce petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité. Et 3 ans plus tard, avec Apollo 17, en après-midi, des gens ont contacté, par exemple, les stations de télé. Je me rappelle, on avait contacté, si ma mémoire est bonne, la CBS. Les gens se plaignaient qu'on avait retiré leur téléroman de l'après-midi pour montrer les images des hommes qui marchaient sur la Lune. Donc, ça te montre à quel point on s'habitue rapidement à l'extraordinaire. 3 ans plus tôt, Armstrong débarquait sur la Lune. Exact. Et avec Apollo 17, les gens étaient un peu blasés de voir ces bibendums blanchâtres marcher comme ça dans la poussière lunaire. Et comme on n'avait plus le support du Congrès, on n'avait plus le support du public, éventuellement, ce qui devait arriver arriva. On n'a pas eu le support du Congrès et les missions Apollo ont été avortées, terminées avec Apollo 17. Maintenant, comme les Américains se sont retirés et on n'y est pas retourné, c'est assez amusant parce que quand on parle de sommes-nous allés sur la Lune ou non, les tenants de cette théorie du complot que toutes les missions lunaires auraient été filmées dans des hangars, tout ça, pour faire croire à la suprématie américaine, ce sont souvent des gens qui n'étaient pas au monde au moment des missions. Donc, ce sont des gens nés après 1975. C'est assez amusant. Et donc, pour eux, les missions Apollo n'ont jamais été autre chose que des images sur Internet, des images à la télévision, mais ils n'ont pas vécu l'effervescence historique de ce grand moment. Exact. Maintenant, les arguments qu'on nous propose. Rappelons-nous, là, les missions Apollo, et là, je veux pas qu'on ouvre un débat sur les théories du complot. Les missions Apollo, c'est la plus grande réalisation technologique de l'histoire humaine. Des centaines de milliers de gens ont travaillé à ces missions lunaires. Les pieds, par exemple, du LEM lunaire ont été fabriqués en banlieue de Montréal. Les aiguillons qui devaient tester le sol, la poussière lunaire, ont été construits chez Héroux en banlieue de Montréal. Donc, partout à travers le monde, des industries ont mis leur épaule à la roue pour finalement permettre ce débarquement lunaire. Des milliers de gens ont travaillé là-dedans, autant des employés de la NASA que des sous-traitants de ces compagnies-là. Et là, tout d'un coup, on nous dit, non, on n'a pas été sur la Lune, tout ça s'est fait dans un hangar. Et quels sont les arguments qu'on nous présente? Sur les photos des hommes sur la Lune, on voit pas beaucoup les étoiles. C'est vrai. Mais regarde les photographies de la navette spatiale, tu ne les vois pas davantage, les étoiles. Pourquoi? Parce qu'on ne photographie pas les étoiles. On photographie la navette, on photographie les astronautes. Et l'obturateur de ta caméra est conçu pour qu'on voit l'astronaute. Si tu mettais ton temps d'exposition plus grand, tu verrais sans aucun doute les étoiles, mais ton astronaute aurait l'air d'une grosse tache blanchâtre dans ton image. C'est pas ça que l'on veut. Donc, comme on dit, à 2 mots, on choisit le moindre, et je préfère avoir
avoir une image nette de mon astronaute sur la Lune, quitte à hypothéquer les étoiles derrière. Bon, c'est facile à comprendre. On fait ça tous les jours, là. Les gens qui connaissent bien la photographie, on doit faire de temps à autre, quand on prend des clichés, on doit équilibrer la prise de vue en fonction de l'objet que l'on veut photographier. Et lorsqu'on était sur la Lune, les astronautes se photographiaient mutuellement, photographiaient des échantillons sur le sol, ils étaient pas là pour photographier les étoiles. Donc, ils faisaient des compromis sur les règles, la manière dont les appareils étaient calibrés pour pouvoir prendre des images qui étaient effectives dans ce sens-là. Ensuite, le drapeau qui bouge sur la Lune. Le drapeau, faut bien comprendre qu'il ne bouge pas par le vent, mais il y a une sorte de tige métallique pour que le drapeau soit droit. On ne veut pas un drapeau qui est tout affaissé sur son mât, hein. Les Américains veulent bien montrer qu'ils ont été sur la Lune et on veut l'image de cette victoire. Donc, il y a une sorte de tige métallique qui est placée sur le drapeau. Les Américains qui étaient en ce moment-là en compétition avec les Russes. Avec les Russes, oui, absolument. Ouais. C'était qui va conquérir la Lune en premier. Donc, il y a une explication à ça. Et tous les arguments que proposent les tenants du complot pour dire nous ne sommes pas allés sur la Lune, on peut les débouter un après l'autre. Un ombrage qui est pas identique, parce que si on prend sur Terre deux objets sur un même plan, les ombrages vont courir dans le même sens. Alors, on a certaines photographies sur la Lune où les ombrages sont pas parfaitement alignés. Ce qu'on ne nous dit pas, c'est que si ton sol est raboteux, effectivement, tu peux faire le test toi-même chez vous et j'invite les auditeurs à le faire. Prenez 2 salières. T'es en train de dire que mon terrain est pas droit? Non, mais je sais que t'es en train de construire, d'élaborer une petite barre, là. Mais les gens peuvent faire le travail chez eux, par exemple. Prenez une source de lumière. Il faut pas avoir 15 sources de lumière, là, que ce soit votre plafonnier, une lampe de poche, peu importe. Ouais. Prenez une salière, une poivrière identique, placez-la sur la table de votre cuisine. Si vous l'éclairez avec une lampe de poche ou un plafonnier, vous allez voir que les ombres courent exactement dans le même sens, sont identiques les ombres et vont exactement dans la même orientation. Et prenez un couteau, par exemple, un couteau à beurre qu'on utilise là, pour beurrer nos rôtis et glissez la lame sous une des salières. À partir de là, vous allez un peu, comme on dit en bon français, vous allez un peu la canter sur le côté et vous allez voir que l'ombre va soudainement se distorsionner par rapport à l'autre. Et comme sur la Lune, le sol est pas parfaitement nivelé, quand on prend des photos, la petite Jeep lunaire, l'astronaute sont pas forcément exactement sur un terrain nivelé. C'est tout à fait normal que les ombres courent de façon un peu différente. Donc, tous ces arguments-là peuvent être déboutés les uns après les autres. Et ce qui est d'autant plus étonnant que cette théorie du complot existe encore aujourd'hui, c'est qu'il y a 10 ans, on ne pouvait pas prouver objectivement qu'on avait été sur la Lune. On avait des films, des photos, mais si tu voulais croire que tout ça avait été tourné dans un studio, évidemment, c'était difficile de t'amener un argument contre ça. Aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a une dizaine de satellites qui tournent autour de la Lune, qui viennent des États-Unis, de l'Europe, de l'Inde notamment, et ces satellites qui tournent autour de la Lune ont cartographié la surface lunaire avec des caméras à très très haute définition. Et sur ces photographies, on voit les modules d'atterrissage qui sont là. On voit les empreintes laissées par les astronautes. On voit encore les Jeeps et les tracés des Jeeps qui sont là abandonnés. On voit donc les sites d'atterrissage. Alors, imagine-toi, là, ramenons ça à sa plus simple expression. Exact. Si c'était un complot, si on n'avait pas été sur la Lune, non seulement on aurait dû garder dans le silence des milliers d'employés qui ont travaillé pour la NASA, qui ont collaboré au programme Apollo, alors que l'on sait que c'est difficile de garder un secret entre 3 personnes. Ici, on parle de dizaines de milliers d'employés. Il aurait fallu également que les satellites aujourd'hui qui sont autour de la Lune, tous les pays qui ont envoyé ces satellites autour de la Lune, fassent partie également du complot et que les photos qu'on nous présente qui montrent aujourd'hui les sites d'atterrissage soient également des photographies truquées. Donc, ça n'a plus de sens. On n'appelle plus de 1000, 10 000, on parle de 100 000, des milliers, des centaines de milliers de personnes qui seraient impliquées dans ce terrible complot que nous ne sommes pas allés sur la Lune. Ça ne tient pas la route une seule seconde et surtout pas sur la foi de j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez d'étoiles. J'ai l'impression qu'il y a un drapeau qui est pas tout à fait dans le bon angle. C'est un peu faible
pour essayer de justifier un tel complot. Bon, fait que j'ai perdu 59 minutes de ma vie en écoutant le documentaire qui essayait de mentionner que les Américains avaient jamais été sur la Lune. Mais puis c'est ça, mais c'est amusant parce que aujourd'hui les gens qui nous écoutent peuvent faire cette démarche-là. Donc, s'il suffit d'aller dans Google, taper site d'atterrissage Apollo, et vous allez voir de magnifiques photos où on les voit, ces sites d'atterrissage. Et c'est surprenant de voir, on voit la Jeep qui était abandonnée juste à côté du LEM lunaire, et on voit toutes les traces qu'ils ont fait. En particulier, le site d'Apollo 17 est particulièrement intéressant parce que ce sont les astronautes qui ont couvert la plus grande surface. Donc, on voit le LEM, on voit la Jeep à côté, et on voit sur une bonne surface, peut-être 1 kilomètre autour du LEM, on voit toute la trace laissée par les Jeeps lunaires sur la surface lunaire. C'est tout à fait remarquable de voir ça. Puis, suggestion de film, Christian, il y a un auditeur qui a appelé pour dire que Capricorne 1 avec O.J. Simpson, semble-t-il que ça raconte l'histoire du complot, le film de 78. Ouais, effectivement, quand à partir du moment où la théorie du complot a commencé à sortir, nous ne sommes pas allés sur la Lune, ben évidemment, il fallait bien s'attendre qu'Hollywood récupère ça, et ils ont fait ce film Capricorne 1, où effectivement, O.J. Simpson tenait un des rôles, parce que bon, l'histoire de Capricorne 1, c'est on envoie 3 astronautes pour la première mission humaine sur Mars, et à la dernière seconde, comme le lancement est, alors qu'on est déjà au compte à rebours, on fait sortir les astronautes du module de lancement parce qu'on a calculé que c'était impossible. Donc, les astronautes pourraient peut-être arriver sur Mars, mais ils pourraient jamais en revenir. Et comme les Américains ne veulent pas perdre la face dans ce programme martien, on amène les astronautes dans une base militaire et on leur fait faire ce débarquement sur Mars sous l'œil des caméras pour duper la population. Les astronautes, ne voulant pas jouer ce jeu-là, éventuellement, vont s'évader de cette base militaire pour essayer de rejoindre la civilisation. Et là, ils sont poursuivis par des agents du gouvernement qui tentent de les assassiner pour que le complot ne soit pas éventé. Donc, il y a O.J. Simpson qui joue là-dedans. James Brolin joue également un rôle. Il est le commandant Brubaker de la mission. Et effectivement, je pense que ce film, le Capricorne 1, a alimenté, est venu ajouter à l'idée du complot que nous n'étions pas allés sur la Lune. Mais bon, c'est une fantaisie d'Hollywood. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Avant d'aller en pause, t'as jamais pensé être prof d'histoire? Avec la mémoire que t'as, là, t'aurais pu faire fortune, Christian. Ah, peut-être. La mémoire, les connaissances et le parler c'est aussi. Là, ouais, exactement. On va faire une courte pause. Je vous rappelle qu'on est avec Christian Herpage, qui est enquêteur du paranormal, journaliste, chroniqueur, auteur et conférencier. christianpage.ca pour avoir accès à ces 2 prochaines conférences qui sont le 23 et le 30 mai. Le 23 mai, on parle des ovnis, 70 ans de controverse. Ça se passe à Québec, à l'Université Laval. On passe de Roswell jusqu'au Blue Book. Et pour ce qui est du 30 mai, c'est à Montréal, c'est les monstres de l'ombre, Bigfoot, démon de Dover, qui se passe au Massachusetts de mémoire. Hein, oui, effectivement. Massachusetts, le Mothman, les Men in Black. On parlait aussi du Chupacabra. Ben, hâte d'aller assister à cette conférence-là. Et il y a une conférence demain, une conférence gratuite. C'est rare que les choses sont gratuites aujourd'hui. Allez faire un tour au cégep de Limoilou, à la salle Sylvain Lelièvre. C'est à 19h15. Christian sera là pour parler c'est quoi le sujet déjà? Le titre de la conférence est « Voyage dans l'inconnu » et on couvre à peu près l'ensemble des phénomènes paranormaux, mais principalement les ovnis, les possessions diaboliques, dont on a parlé un peu ce soir. On va d'ailleurs parler de l'affaire Annelise Michel. Il n'y a pas de petit biscuit Leclerc. Non. Il va y avoir également les fantômes, les poltergeists, et je vais aussi parler un peu des chasseurs de fantômes. Ah, all right, on revient. Le show d'or. Radio X.